L'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Conseil national des droits de l'homme a souhaité associer une dizaine de personnalités marocaines et internationales pour interagir avec un des articles de la Déclaration de la DUDH ou d'avoir une approche globale de cette déclaration. Et c'est dans ce cadre-là qu'on accueille aujourd'hui Madame Bouchra Belhaj Hamida, qui est députée tunisienne. Elle est avocate de formation et est une actrice majeure dans la vie, à la fois, je dirais, liée à la question des droits de l'homme, à la question de l'égalité entre l'homme et la femme en Tunisie. Quelques mots sur Madame Bouchra Belhaj Hamida. Elle a été la fondatrice de la section tunisienne d'Amnesty International. Elle est une des fondatrices de l'association des femmes démocrates tunisiennes en Tunisie. Elle a participé notamment de manière active au processus à la fois d'élaboration et concernant la dernière loi sur l'égalité entre les hommes et les femmes, et principalement la loi contre la violence contre les femmes en Tunisie, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale tunisienne en fin juillet de cette année. Madame Belhaj Hamida est reconnue et connue pour avoir une démarche, une approche généralement participative et médiane sur des questions sociétales très épineuses, mais ceci ne veut pas dire qu'elle n'exclut pas le fait qu'elle ait à la fois une position très ferme et très claire, notamment sur la question de l'égalité entre l'homme et la femme. Madame Bouchra Belhaj Hamida a été chargée par le président de la République tunisienne dernièrement d'une mission de réflexion et de recommandation sur la question de l'égalité et des libertés individuelles, et une mission notamment qui intègre la question de l'égalité entre l'homme et la femme concernant la question de l'héritage. Donc Madame Belhamida va nous entretenir du troisième article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et nous aurons un temps d'échange avec elle par la suite. Merci. Bonjour tout le monde. Ça va? Donc, bonjour tout le monde. Il faut dire que j'ai beaucoup hésité entre différents articles. En tant qu'avocate, j'étais tentée plutôt par l'article 8. En tant que femme, plutôt par l'article 1er. Mais finalement, j'ai choisi l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Pourquoi j'ai choisi cet article? Parce que pour moi, d'abord, le droit à la vie, c'est le fondement de tous les autres droits. On ne peut pas parler d'autres droits sans reconnaître le droit à la vie. Mais parce que cette question devient, je crois, de plus en plus difficile. C'est-à-dire que pour moi, c'était presque intuitif, de manière spontanée. J'ai toujours été abolitionniste. Les arguments pour l'abolition, je les ai appris et je les ai compris après, par la pratique, par le contact avec les gens, par ma profession, par mon activisme dans les droits humains. Mais j'étais instinctivement contre la peine de mort, mais je pensais que c'était tellement facile d'être contre la peine de mort et surtout de convaincre les autres. Je me rends compte que peut-être plus aujourd'hui qu'avant, cette question devient difficile. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il y a la liberté d'expression, mais quand on parle de la liberté d'expression,
on ne parle pas seulement d'un autre, mais de l'autre aussi des autres, de chacun des autres. Et je vais vous raconter ce qui m'a réconforté dans mon choix. J'étais sur Facebook et il y avait une photo publiée d'un homme avec des jambes cassées. Et l'histoire, paraît-il, il reste à vérifier, mais peu importe, que ce jeune homme est entré dans une maison pour voler. Il a été attrapé par les propriétaires, lui ont cassé les jambes. L'image en elle-même et l'histoire était choquante pour moi, mais ce qui était encore plus choquant, c'était les commentaires. Alors les gens disaient, Esther, bien mérité, et après tout, la religion nous dit qu'il faut couper la main des voleurs, pourquoi pas les gens? Et c'était des gens d'un certain niveau. Je suis rentré dans leur profil, je trouve des professeurs, je trouve des médecins, je trouve des gens d'un certain niveau et des gens qui sont supposés être modernistes. Pour moi, être moderniste jusqu'à aujourd'hui reste encore la reconnaissance des droits humains. Donc pour vous dire à quel point la question n'est pas facile du tout. Même si les arguments sont là, et les arguments sont dans notre histoire, aussi bien en tant que monde arabe que en Tunisie. Je donnerai quelques exemples quand même pour me rafraîchir ma mémoire, pour rafraîchir la mémoire. Quand on dit que la peine de mort est réversible, on le sait, on l'a vécu. Et l'exemple le plus frappant dans notre région, c'est l'exécution du grand penseur Mohamed Mahmoud Tah, qui a été exécuté en 1985 pour être innocenté en 1986. C'est vrai, la famille a été soulagée, mais de quel droit l'État, la justice, prouver quelqu'un qui s'est avéré une année après innocent parce qu'il a été accusé d'apostasie? En Tunisie, on a eu, je donne deux exemples. Un exemple qui n'est pas récent, c'est celui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été incarcéré depuis des dizaines d'années, et aujourd'hui son dossier est en révision. Heureusement qu'il n'a pas été exécuté parce qu'en Tunisie, on est en moratoire, comme d'ailleurs le Maroc, depuis 1991, c'est un moratoire de fait, et de droit depuis 2012, la déclaration au niveau des Nations Unies. Et j'ai lu un fait divers sur lequel peu de gens se sont arrêtés. Il y a un homme qui a été arrêté et accusé d'avoir tué sa femme. Il est resté en prison 1 année, 8 mois. 1 année et 8 mois après, la justice s'est rendue compte, par hasard, c'était pas lui qui avait tué sa femme, mais quand je pense à l'idée qu'il aurait pu être tué, je ne sais pas comment le juge aurait pu faire ça. Donc pour moi, la question, le fait qu'il soit irréversible, c'est très important comme argument. Oui, et même Driss de loin, nous avons vécu les événements de 84 qui étaient les émeutes du pain, où il y a eu un procès inique, un procès inéquitable de 10 jeunes Tunisiens qui ont été accusés de meurtre dans un procès incroyable. Les gens qui étaient vraiment choqués. D'abord, ils n'avaient pas d'avocat, et on était comme l'office. En plus, le juge, avant même d'avoir été saisi par le dossier, disait sur les journaux que si ces garçons, ces enfants, pour moi c'était des enfants, étaient devant lui, il jugerait de la peine de mort, et c'est ce qu'il a fait. Donc, pour vous dire, heureusement aussi, ces garçons-là n'ont pas été exécutés, et aujourd'hui leur dossier est devant l'instance l'IVD de la vérité en Tunisie, qui est l'instance de la justice transitionnelle, qui sont en train de demander leurs droits. Imaginez, ces 10 ont été tués. Donc pour vous dire à quel point le risque de tuer quelqu'un qui après s'avère innocent est quand même une lourde responsabilité, non seulement pour la justice, non seulement pour l'État, mais pour nous tous qui avons été peut-être complices ou avons été par le silence ou par peut-être l'approbation. Pour moi aussi, c'est une peine, c'est une sanction, à part le fait qu'elle soit inhumaine, qu'elle soit
le fait qu'elle soit inhumaine, elle est aussi injuste. Et là, je vais donner un petit exemple que j'ai vécu. Je vous ai parlé des 10 enfants, de 10 jeunes du quartier populaire qui n'avaient même pas d'avocat. Presque en même temps, il y avait un notable qui a été jugé pour un crime odieux. Il avait tué son copain. Avec l'intention et avec préméditation, il a coupé en petits morceaux, il l'a jeté. Ce monsieur a bénéficié d'un procès exceptionnel au niveau de la qualité de la défense, au niveau même du déroulement du procès, au niveau de ce qu'il a eu en droit à l'expertise, etc. Il a été acquitté. Donc, vraiment pour moi, c'est une sanction très très injuste et les chiffres le démontrent. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est de vous dire que malheureusement, sous l'Ancien Régime, et même du temps de Bourguiba, on a pu en parler avec aisance, même si on n'avait pas accès aux médias, on n'avait pas accès à un grand public, mais on n'était pas dans l'autocensure. Aujourd'hui, nous sommes dans l'autocensure, et c'est pour ça que j'ai profité de cet espace pour en parler plus librement, parce que justement, avec la liberté de nous tous, et des uns et des autres, il y a aujourd'hui une opinion publique, malheureusement, qui est plutôt pour la peine de mort. Et presque, ils arrivent à nous culpabiliser du fait que nous soyons des abolitionnistes. Ils nous opposent tout d'abord le droit de la vie de l'autre. Ils vous disent, vous êtes pour l'abolition de la peine de mort, mais ce monsieur qui a tué, il a tué quelqu'un, et cette personne, cette victime, elle avait bien le droit à la vie. Et le deuxième argument, c'est la sécurité. Il se trouve que les deux droits sont dans le même article, soit l'article 3. Il nous oppose la sécurité par rapport, justement, comme vous le savez, le phénomène du terrorisme qui s'est propagé après la Révolution. Donc aujourd'hui, je pense que la mission des abolitionnistes est peut-être plus difficile qu'elle a été sous le régime totalitaire, et je pense que c'est notre rôle tous de pouvoir développer des arguments et surtout de dépasser la peur. Parce que vraiment, je ne vous cache pas qu'on est aujourd'hui souvent sollicité dans les médias à parler de la peine de mort. Chaque fois, il y a un crime odieux, et les crimes odieux ont toujours existé, mais la société tunisienne qui était enfermée sous le régime totalitaire découvre aujourd'hui ces crimes. Les gens sont choqués. Tous les crimes qu'ils voient aujourd'hui, moi je les voyais en tant qu'avocate, mais les Tunisiens ne les voyaient pas. Ils voient les faits divers qui passent à la télévision et ils découvrent les crimes odieux. Donc pour eux, c'est comme si on était dans l'impunité, comme si abolir la peine de mort, comme si on encourageait les gens à devenir des criminels, comme si on encourageait la criminalité. Et la même chose pour le terrorisme, où d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que dans notre pays, après la Constitution, et une Constitution que nous considérons protectrice des libertés, des droits et des libertés, avec plus de 20 articles sur les droits et libertés, malheureusement, aujourd'hui, après la Révolution et après la Constitution, quand nous avons procédé à la réforme de la loi sur le terrorisme, on a intégré la question de la peine de mort qui n'était pas dans l'ancienne loi selon le régime totalitaire. Donc pour vous dire que le corpus législatif parfois il est incohérent. C'est-à-dire sous un régime totalitaire qui exterminait les islamistes et non pas les terroristes, qui réprimait le port du voile, qui réprimait la moindre liberté d'expression des islamistes, il ne prévoyait pas la peine de mort pour les terroristes. Et maintenant, avec la démocratie, malheureusement, on a intégré dans plusieurs articles la peine de mort. Donc, je pense que le combat est plus difficile. Il faudrait peut-être réfléchir ensemble, parce que le Maroc, c'est pratiquement, nous sommes dans la même situation. Nous sommes dans un moratoire, et heureusement qu'il n'y a plus d'exécution, mais nous n'avons pas pu faire le pas de l'institutionnalisation du moratoire, parce que c'est une décision politique
qui est prise auprès des instances des Nations Unies, mais elle n'est pas intégrée dans le corpus législatif, mais aussi abolir la peine de mort. Je pense que c'est malgré toutes ces difficultés, c'est quand même une opportunité. Et c'est pourquoi, quand on a commencé à travailler dans la commission dont vous avez parlé, et qui normalement concerne les libertés individuelles et l'égalité, on s'est trouvé à discuter de la peine de mort. On s'est dit comment on peut parler des libertés individuelles quand un des droits fondamentaux, le droit à la vie, n'est pas concerné. Et c'est pour cela que nous avons, dans la commission, considéré que la question de l'abolition de la peine de mort fait partie de notre travail et nous y travaillons avec la société civile. Maintenant, comment mobiliser la société civile, comment mobiliser les médias, on a travaillé aussi, mais surtout, comment s'assurer que la question soit discutée dans un climat politique et sécuritaire serein pour que les gens comprennent que l'État n'a pas le droit à la violence, que c'est vrai qu'un être humain peut dans sa vie tuer, peut dans sa vie être violent, mais c'est pas, l'État n'a pas le droit. C'est ça que nous devons comprendre ensemble, que l'État n'a pas le droit de disposer de la vie de qui que ce soit d'entre nous, parce que l'État est censé nous protéger, et même quand on commet un crime, nous avons le droit à la réhabilitation, nous avons le droit à la grâce, parce que l'État aussi, parce que l'État, dans la loi, il y a pourquoi il y a la prescription, pourquoi il y a, au bout de quelques années, l'oubli, justement, si tout crime finit par être prescrit et que la société oublie les crimes, ça veut dire qu'il y a la possibilité de la grâce et du pardon de la société. La famille, elle est en droit d'espérer la peine de mort, mais la société n'est pas en droit, et l'État surtout n'a pas le droit de commettre ce crime qui est l'exécution, quel que soit le crime qui est commis par une personne, parce qu'une personne a le droit à l'erreur.